Il existe des voix qui, même après s'être tues, continuent de vibrer comme un souffle discret mais tenace dans la mémoire collective. Celle de France Gall appartient à cette catégorie rare presque sacrée, où l'art se transforme en empreinte humaine durable. 7 années se sont écoulées depuis son départ, et pourtant, chaque fois que résonnent les premières notes de Résiste ou la douceur presque chuchotée de Évidemment, c'est comme si une silhouette familière revenait s'asseoir parmi nous, avec cette tendresse lumineuse qui n'était qu'à elle. Les chansons demeurent, mais plus encore, demeure la sensation intime d'une présence, un fil invisible, qui relie encore la chanson française à l'une de ses plus grandes interprètes. C'est ce fil-là fragile et lumineux que son fils Raphaël Hamburger évoque désormais sans détour. Longtemps, il s'en est protégé. Longtemps, il a laissé les autres parler pour lui, comme si son silence pouvait préserver quelque chose de précieux, de trop douloureux, pour être mis entre les mains du monde. Pourtant, ce silence qu'il croyait protecteur n'a fait que renforcer le mystère autour de cette mère devenue mythe. Aujourd'hui, ce n'est ni le scandale, ni le sensationnel qui le poussent à prendre la parole, mais la nécessité simple et profonde de rendre à France Gall son humanité, celle que les projecteurs avaient parfois éclipsée. Car derrière la chanteuse emblématique, derrière la femme au refrain devenu patrimoine, il y avait une histoire plus intime, un souffle discret de vie familiale que Raphaël a longtemps gardé pour lui. Dans ces mots récents, on ressent une maturité nouvelle, presque apaisée, celle d'un homme qui a enfin trouvé la force d'ouvrir la porte de ce passé sans que la douleur le submerge. Il parle de sa mère avec une nuance que seuls les fils des légendes connaissent, un mélange d'admiration, de gratitude et d'une fragilité jamais tout à fait cicatrisée. Ce qu'il exprime désormais, c'est la façon dont la voix de France Gall a continué de vivre en lui bien au-delà de la musique. Une voix maternelle d'abord, puis une voix intérieure, une sorte de conscience douce qui lui rappelait sans cesse la nécessité d'être juste sincère, fidèle à soi-même. On comprend alors que l'héritage qu'il porte n'est pas un fardeau, mais une respiration parfois douloureuse mais essentielle. Il confie aussi que le souvenir de sa mère a longtemps été comme une chanson qu'il n'osait plus écouter de peur d'y entendre non seulement les notes, mais les absences. Aujourd'hui, il ose. Il ose dire ce que des millions de personnes soupçonnaient, sans pouvoir l'affirmer, que France Gall n'a jamais cessé de vivre à travers ceux qui l'aimaient, et surtout à travers lui. Ce premier aveu marque le début d'un récit où la mémoire ne s'efface pas, mais se transforme en un chemin vers la vérité. Raphaël a grandi au milieu d'un univers où chaque pièce résonnait d'une mélodie, où les matins commençaient parfois par quelques accords griffonnés au piano et où les nuits s'étiraient au rythme des enregistrements. Sa maison n'était pas un foyer ordinaire, c'était un atelier vivant, un sanctuaire sonore où deux figures majeures de la musique française, France Gall et Michel Berger, façonnaient des refrains qui allaient marquer leur époque. Pour un enfant, cet environnement avait quelque chose de magique, mais aussi d'étrangement intimidant. La lumière qui entourait ses parents brillait si fort qu'elle en devenait parfois aveuglante. Raphaël raconte que dans son enfance, il oscillait entre émerveillement et vertige. Il percevait l'amour immense qui l'entourait, mais il sentait aussi le poids invisible de cette existence hors norme. Les couloirs de la maison tapissés de carnets de bandes magnétiques de partitions raturées semblaient respirer au même rythme que ses parents, absorbés par la création, obsédés par la justesse des mots et des notes. Pour lui, ce n'était pas la célébrité qui comptait, il ne voyait en eux ni une idole, ni un compositeur adulé, mais leur présence tendre, souvent fatiguée, parfois silencieuse. Il se souvenait de son père Michel avec un mélange de fascination et de distance. Un homme passionné dont les doigts couraient sur le clavier comme s'il cherchait à retenir une lumière qui lui échappait. Raphaël le voyait travailler sans relâche, absorbé dans un monde intérieur que seuls quelques accords pouvaient éclairer. Sa mère, elle oscillait entre l'icône involontaire et la femme attentive, qu'elle voulait rester. France Gall cherchait à préserver l'équilibre, à protéger ses enfants d'une exposition qui l'avait elle-même blessée. Elle aimait la scène, mais elle en connaissait la cruauté, les attentes, les malentendus. Dans ce décor à la fois chaleureux et exigeant.
Raphaël comprit très tôt que sa vie ne ressemblerait jamais à celle des autres enfants. Il avait conscience que l'affection de ses parents se mêlait à une forme d'urgence créative presque vitale qui les dépassait parfois. Et même s'il s'en souviendra plus tard avec tendresse, l'enfant qu'il était percevait déjà le paradoxe être profondément aimé tout en devant partager cet amour avec un public immense, invisible mais omniprésent. Ce qu'il décrit aujourd'hui, ce n'est pas un conte de fées, mais une enfance traversée par une lumière trop forte qui réchauffe et brûle en même temps. Il avoue que malgré l'atmosphère vibrante qui régnait chez eux, il y avait parfois des espaces de silence, des moments où il sentait que ses parents tentaient de concilier ce qu'ils étaient pour la France entière et ce qu'ils voulaient être pour leurs enfants. C'est cette dualité qui l'a marqué plus encore que la notoriété. La fragilité derrière la force, la vulnérabilité derrière le talent. Grandir dans cet univers lui a appris très tôt à observer, à écouter, à ressentir. Ce sont ses premières perceptions qui, des années plus tard, allaient façonner l'homme qu'il deviendrait discret, pudique, attentif aux nuances. Et c'est peut-être dans cette enfance lumineuse mais fragilisée que se trouve l'origine de ce qu'il avouera bien plus tard, la difficulté d'exister sous un nom trop chargé, trop célèbre, trop aimant. La vie de Raphaël a basculé une première fois en août 1992, lorsqu'un souffle brutal a emporté son père Michel Berger à seulement 44 ans. Il n'avait que 11 ans. L'enfance, jusqu'alors rythmée par les mélodies et la tendresse diffuse de ce foyer singulier, s'est soudain effondrée sous le poids d'un silence insoutenable. Le monde extérieur, fasciné par la disparition tragique d'un génie, semblait vibrer de stupeur, mais pour lui, ce n'était pas une légende qui s'éteignait. C'était un père, un repère, un rire, un regard échangé au-dessus du clavier. La douleur immense ne trouvait pas de mots à son âge, et pourtant elle a marqué en profondeur ce jeune garçon qui, du jour au lendemain, a dû apprendre à marcher dans une maison devenue trop grande. France Gall, dévastée, a alors pris une décision radicale, se retirer du monde pour protéger ses enfants. Elle s'est mise à l'écart des scènes qu'elle aimait tant des plateaux de télévision, des projecteurs qui la poursuivaient. Elle est entrée dans un silence que seuls les êtres brisés comprennent. Elle voulait préserver Raphaël et Pauline, mais elle ne pouvait pas malgré tout, son amour les préserver de la douleur qui venait. Pauline, déjà fragilisée par la mucoviscidose, avait besoin d'elle plus que jamais. Sa mère s'est battue comme une lionne, déployant une énergie sans limite pour repousser l'inévitable, comme si aimer suffisait à retenir la vie. Raphaël lui observait. Il grandissait trop vite, comme souvent les enfants confrontés trop tôt à la mort. Il voyait sa mère s'effondrer en silence, puis se relever par nécessité pour eux. Il voyait sa sœur se battre avec un courage qui dépassait l'enfance. Il voyait la fragilité devenir force et la force devenir fragilité. Et il apprenait malgré lui que l'amour et la perte sont indissociables. Lorsque Pauline s'est éteinte en 1997, un nouveau séisme a déchiré ce qu'il restait de son monde. Elle était sa confidente, son double son, miroir tendre. La perte d'une sœur, surtout d'une sœur si liée à lui, n'est pas un chagrin qui se dissipe, c'est un vide qui se glisse partout. France Gall, une fois encore, s'effondra, mais se releva portant son fils dans un mélange de douceur et d'épuisement. Leur lien en sortit transformé, moins joyeux, plus grave, mais plus intime encore. Cette double tragédie, à l'âge où d'autres découvrent l'insouciance, la contraint à entrer prématurément dans une maturité silencieuse. Il comprit que la vie n'épargne personne, pas même les familles qui font rêver une nation. Il comprit aussi que la souffrance pouvait se transmettre comme un fardeau, mais aussi comme une leçon. Aujourd'hui, il raconte cette période avec une pudeur presque douloureuse, conscient que ces deuils successifs ont forgé l'homme qu'il est devenu. Derrière son apparente discrétion se cache un être façonné par les blessures, mais un être qui avance malgré tout, avec une dignité héritée de ceux qu'il a perdus. Longtemps, Raphaël a vécu avec une sensation étrange, presque contradictoire, celle d'aimer profondément ses parents, tout en craignant de leur ressembler. Porter le nom Berger ou Gall n'est pas seulement une fierté, c'est une lumière intense, qui expose qui scrute, qui attend.
Chaque pas qu'il faisait dans la vie d'adulte semblait accompagné d'un écho. Fils de Michel Berger, fils de France Gall. Deux figures immenses, deux mythes de la musique française, deux astres si brillants qu'il risquait d'effacer la silhouette discrète qu'il tentait de dessiner pour lui-même. Dans une interview rare et lourde d'émotions, il a confié « J'ai passé la moitié de ma vie à essayer de me distinguer d'eux, et l'autre moitié à leur ressembler malgré moi. » Cette phrase simple et pourtant bouleversante révèle la profondeur du conflit intérieur qui a marqué ses années de jeune adulte. D'un côté, il refusait d'être réduit à un héritage qu'il n'avait pas choisi. De l'autre, il sentait que ce qu'il était, sa sensibilité, ses goûts, sa façon de respirer la musique, lui venaient directement de ceux qu'il essayait de tenir à distance. Il a passé plusieurs années dans l'ombre volontairement. Il ne signait pas de son nom. Il refusait les projecteurs, les interviews, les invitations mondaines. Il travaillait dans le milieu artistique avec une discrétion presque obstinée, comme s'il craignait qu'un simple rayon de lumière ne fasse ressurgir l'image du « fils de ». Ce choix n'était pas un rejet de ses parents, mais un besoin vital d'exister pour lui-même, de comprendre où commençait sa propre voie. Il avoue aujourd'hui que cette fuite était vaine. « On ne peut pas fuir son sang », dit-il avec une lucidité apaisée. Ce qu'il a longtemps pris pour une menace, la ressemblance, l'héritage, les traits qui trahissent, est devenu peu à peu un refuge. Il a compris que ce qu'il portait en lui n'était pas seulement l'éclat d'un mythe, mais la vulnérabilité, la douceur et la vérité que sa mère défendait dans chaque note, et que derrière le perfectionnisme légendaire de Michel Berger se cachait une quête d'absolu que lui-même comprenait mieux que quiconque. Cette acceptation progressive, il la raconte comme une forme de réconciliation intérieure. Il a cessé de voir la filiation comme un fardeau et a commencé à l'envisager comme une continuité, un dialogue silencieux avec deux êtres qu'il aime et qui continuent à vivre en lui. Ce n'est pas le poids du nom qu'il porte désormais, mais sa substance. La légitimité ne vient plus du rejet, mais de l'assimilation intime de ce qu'ils lui ont laissé. Ce qu'il avoue aujourd'hui avec une pudeur lumineuse, c'est qu'il a eu peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être enfermé dans une identité préfabriquée, peur d'aimer trop fort et de perdre encore. Mais cette peur doucement s'est transformée en compréhension. Être leur fils n'est plus une ombre menaçante, c'est une lumière qui l'apprivoise. Lorsque Raphaël choisit enfin de briser le silence qu'il avait soigneusement entretenu pendant tant d'années, ce ne fut ni dans un élan médiatique, ni pour satisfaire la curiosité du public. Son geste relevait d'une nécessité intime, presque spirituelle, celle de préserver la vérité de sa mère, de défendre sa mémoire contre les distorsions du bruit qui entourent souvent les icônes. France Gall avait vécu toute sa vie entre pudeur et exposition, entre désir de sincérité et obligation d'apparaître. Elle avait appris à se protéger, à se réfugier derrière des sourires qui cachaient trop souvent des blessures. Raphaël lui avait hérité de cette pudeur, cette manière de taire l'essentiel pour ne pas le profaner. Dans les confidences récentes qu'il partage, on comprend que le silence n'était pas un refus, mais un écrin. Je voulais que la parole vienne au bon moment, sans déformer ce qu'elle était vraiment, dit-il. Pendant longtemps, il s'est senti responsable de préserver cette intimité précieuse, l'amour discret, les dernières conversations, les gestes minuscules qui composent une existence bien plus que les refrains ou les trophées. Il savait que parler trop tôt aurait transformé sa mère en personnage, alors qu'il voulait la maintenir femme imparfaite, courageuse, lumineuse. À mesure qu'il évoque leurs derniers mois ensemble, on entrevoit une relation d'une intensité presque sacrée des soirées, à écouter en silence les enregistrements anciens de Michel Berger, des regards qui contenaient, plus que des phrases, des soupirs qui en disaient long sur le combat intérieur qu'elle menait. France Gall ne voulait pas qu'on retienne son combat, elle voulait qu'on retienne sa voix, son rire discret, son regard franc. « Ne laisse pas ma mort devenir une histoire », lui avait-elle confié. Et il a porté cette injonction comme un serment. Ce que Raphaël transmet aujourd'hui dépasse largement la simple biographie. Il parle de la vérité derrière l'icône de cette femme qui n'avait jamais cessé d'aimer Michel, de cette mère dont la solitude cachée était aussi profonde que sa force.
Il parle d'un héritage émotionnel plus fort que n'importe quel succès discographique, celui de la sincérité. Car la véritable transmission, selon France Gall, n'était pas musicale, elle était éthique. Elle disait souvent « Ne cherche pas à briller, cherche à être juste ». Ces mots, il les a gravés en lui comme une boussole. Ils ont guidé chacun de ses choix, chaque pas loin des feux de la rampe. En racontant aujourd'hui ce qu'il avait toujours gardé pour lui, Raphaël ne cherche pas à mythifier sa mère. Il cherche au contraire à la délivrer de l'image figée dans laquelle le public risquait de l'enfermer. Il redonne souffle à sa vérité, à son humanité parfois douloureuse, à cette fragilité qui faisait d'elle une femme profondément aimante. Et dans cet acte de transmission, il trouve lui-même une forme de guérison. En partageant enfin le silence, il le transforme en lumière. Avec le temps, Raphaël a compris que sa manière la plus juste d'aimer ses parents n'était ni dans la commémoration figée, ni dans la répétition nostalgique, mais dans la création. Une création fidèle à leur esprit, à leur sincérité, à cette quête du vrai qu'ils avaient toujours poursuivie parfois au prix de leur propre paix intérieure. Après des années à se tenir volontairement à distance des projecteurs, il a fini par trouver dans l'ombre un terrain fertile, un espace où l'héritage pouvait se transformer en élan plutôt qu'en poids. C'est ainsi qu'il a commencé à produire de la musique, d'abord pour d'autres discrètement sous divers pseudonymes. Ce travail, presque invisible, lui a permis de respirer à nouveau, de réapprendre à écouter la musique sans y voir un rappel douloureux du passé. Peu à peu, il a compris que créer n'était pas trahir France et Michel, mais leur rendre hommage d'une manière vivante, mouvante, humaine. Ne pas créer, c'était aussi la trahir, confie-t-il avec une lucidité douce. Dans son studio parsemé de souvenirs, des vinyles, des lettres, des photos en noir et blanc, il a redécouvert la dimension intime de la musique, un langage avant d'être un métier. Lorsque Raphaël fonde son propre label, il choisit de lui donner un nom simple, presque anonyme, Hamburger Records. Pas de référence à Gall ni à Berger. Il refuse d'exploiter le prestige familial. À travers ce geste, il affirme sa propre voix tout en portant avec lui l'héritage spirituel de ses parents, la vérité du cœur. Il soutient des artistes sincères, souvent fragiles, dont les voix vibrent d'une authenticité rare. La musique doit être un souffle, pas un produit, répète-t-il. Cette philosophie est sans doute la continuation la plus fidèle de ce que France Gall avait toujours défendu l'art comme refuge, pas comme décor. Au fil des années, cette démarche s'est transformée en renaissance. Pas seulement la sienne, mais aussi celle de la musique de ses parents. Raphaël a supervisé des rééditions, restauré des bandes oubliées, soutenu des projets de reprises contemporaines, mais jamais il n'a cherché à édifier un monument figé. Il veut que leur œuvre respire, qu'elle continue d'émouvoir, de guérir, de porter. Dans son esprit, la promesse faite à sa mère résonne encore. « Fais de ma musique un refuge, pas un monument. » Et il a tenu parole. Il travaille aujourd'hui à un projet ambitieux, un espace numérique vivant une sorte de musée sensible dédié à France Gall et Michel Berger, où chaque chanson serait reliée à une émotion plutôt qu'à un panneau explicatif. Ce lieu de mémoire évolutive n'est pas un mausolée, c'est un pont entre hier et demain, entre ceux qui les ont aimés et ceux qui les découvriront. Ce n'est pas une histoire qui m'appartient, c'est une lumière qui circule, dit-il. Dans cette renaissance, ce n'est pas le passé qu'il ressuscite, mais l'amour. Un amour qui transcende la mort, qui se transmet, qui se transforme. Un amour qui continue de battre dans chaque note. Grâce à Raphaël France, Gall ne repose pas dans le silence, elle respire encore, elle chante encore, elle console encore. Et c'est peut-être là le plus beau cadeau qu'un fils pouvait offrir à sa mère.